Vous êtes tout dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Henri Desroches. Ma langue a fourché, je ne savais pas si j'allais dire d'Henri ou de Henri, mais je crois que grammaticalement c'est de Henri, non ? Non, d'Henri Desroches, ça D'Henri passe. Desroches, ça passe aussi ? Je ne sais pas. Normalement, c'est bon. Hein. Je vérifierai dans le Becherel. Bonjour Henri. Bonjour Julien. Je sais, Henri ou Guy ? Qu'est-ce qu'il faut que je dise ? Oh bah pour le plus grand monde, on va dire Henri. Je pense que sinon, après, la Wedosphère, ça va être une private joke. On va confuser les gens si on commence à partir là-dedans, mais il y a effectivement une petite private joke dans la Wedosphère que tu m'as expliqué tout à l'heure, que je ne connaissais pas, mais qui m'a beaucoup fait rire. On va faire un petit clin d'œil à Franck Boutonnet, du coup. Oui, lui seul, il sait. Et quelques autres. Les gens pourront aller le questionner. Envoyer des messages privés à Franck, ça lui fera plaisir de vous expliquer cette histoire. Il connaît Messenger, Franck ? Oui, normalement, oui. Oui, je crois que j'ai discuté avec lui par ce biais il n'y a pas si longtemps que ça. Bienvenue, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi de m'avoir proposé, en fait. Ça devient une tradition. Un grand plaisir. On enregistre les épisodes le lundi pour le jeudi, mais je vais essayer de faire un petit peu mieux, un petit peu plus sérieusement dans les semaines qui viennent. On en a déjà discuté tous les deux. En ce moment, c'est un peu tout dans l'urgence, mais on va essayer de streamliner un petit peu tout ça. Mais ça me fait plaisir de discuter avec toi. Tu es dans cette liste de gens que je sais pouvoir inviter assez rapidement, assez facilement quand je suis dans le dur du métier. Donc du coup, je t'avais dans ma liste et j'attendais l'opportunité de t'inviter. Et du coup, ça y est, c'est arrivé. Je te propose de commencer par l'elevator pitch, le fameux elevator pitch. Tu es dans un ascenseur, Steve Jobs rentre à côté de toi, tu as 3 étages pour lui expliquer qui tu es, ce que tu fais. Qu'est-ce que tu lui dis ? Steve, si tu sors de ta tombe et qu'en tant que zombie tu veux te remarier, si tu veux pas de photographe parce que tu vas être moche avec ta peau décharnée, c'est moi que t'appelles en fait. Voilà. En gros, tu veux te marier, tu veux pas de photographe parce que t'es pas à l'aise, tu prends Henri. D'accord, c'est parce que t'es invisible ? Non. Je me fais surtout oublier. Tu te fais oublier. C'est surtout ça. J'arrive à créer une confiance avec les mariés ou leurs amis ou leur famille qui fait que sur toute la journée, en fin de compte, ils vont complètement oublier ma présence. En tout cas, la présence de l'appareil à la main. Et je vais pouvoir vraiment faire en gros ce que je veux sur la journée. D'accord, ce qui est un vrai talent en soi, on va en parler un petit peu plus loin, mais c'est pas toujours si évident. Moi, je viens de le vivre 2 fois, je le dirai sans entrer dans les détails un petit peu plus loin, mais justement, c'est une question que je me posais à te poser, puisque toi, tu es vraiment orienté dans ce sens-là, de comment on fait comprendre aux gens ce que c'est le photojournalisme, et surtout comment on le fait respecter le jour J, parce que c'est pas toujours aussi évident quand la mariée n'a pas compris tout à fait ce que tu faisais. Donc tu fais du mariage, tu fais de la famille à Orléans, à côté d'Orléans en tout cas. Tu es basé à côté d'Orléans. Oui, je suis sur Orléans, je suis un petit village à côté pour être au calme. Mais tu te déplaces absolument partout. Oui. Aspect un petit peu plus surprenant dont on parle un petit peu moins, tu es également photographe de chasse. Ah, c'est le côté un peu particulier, effectivement. Ouais, j'ai eu la chance depuis 2010 de faire des prestations en chasse pour des clients, alors de tout type, tout univers. Et en fait, c'est du reportage documentaire de leur journée de chasse en France et ailleurs en Europe. Donc c'est simplement. C'est comme le mariage, mais c'est juste le thème qui change en fait. C'est exactement ça. C'est la même approche, c'est le thème qui change, un peu la technique compte tenu de la sécurité. Ouais. Et la finalité est pour le client la même. Un peu quand même, non ? Oui, là, il me voit bien. Il s'avoue tuer en permanence parce que là, effectivement, il y a une problématique de sécurité qui peut se poser. C'est exactement ça. J'ai noté également que tu avais été luthier. Oui, c'était mon premier métier. Ouais. En même temps que photographe, j'étais luthier du coup, donc du quatuor, violon, alto, violoncelle, contrebasse. Et je m'étais installé près d'Orléans. Donc c'était vraiment la première base de mon métier. Et un métier qui était venu par passion au départ, vu que je n'étais pas destiné à ça. Mais que petit, j'étais en fait voisin d'un luthier, j'étais assis sur l'établi quand j'étais gamin chez lui. Donc c'est naturellement venu. Mais tu joues ou c'est j'ai été musicien. Ouais, j'ai joué depuis que j'étais gamin, je jouais du trombone, violoncelle. Je me suis mis à la basse et contrebasse ensuite dans ma jeunesse, et c'est resté ça encore. Voilà. Donc je n'ai plus le temps de jouer. Je ne prends plus le temps en tout cas.
mais la musique a une part importante dans ce que je fais au quotidien. Justement, tu parlais de la musique qui a une part importante, on va en parler rapidement, mais je trouve qu'on ne parle pas assez de la musique dans un monde où on a besoin d'énergie en permanence. Je ne sais pas si c'est tout le monde qui est comme ça. Moi, je sais que je fonctionne beaucoup à la musique. Je peux être à moitié endormi au début d'un dance floor, j'ai un bon DJ qui met un bon son et ça commence à pulser et tout d'un coup je me réveille. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Je crois que toi tu édites beaucoup en musique. Ouais, j'ai constamment de la musique sous le nez en fait quand je travaille. C'est assez primordial, t'as besoin de rythme dans la vie. En tout cas, c'est mon avis. Quand je suis en train de travailler, j'ai besoin d'avoir quelque chose en fait qui me pousse, qui me pulse. Donc pas forcément des styles prédéfinis, mais quelque chose qui emmène en fait ce que je suis en train de faire. De la même manière, quand tu travailles tes images, que tu les rends au client, tu as besoin d'avoir un certain rythme en fait sur tes images. Moi, je sais par contre que quand je rends au client, il y a un défaut, c'est que le rythme des fois il est un peu trop soutenu. Mais c'est pour ça que j'ai besoin de ça toujours au quotidien, ouais. Et que aussi le côté, tu disais, le DJ qui te met en route sur une soirée. Moi, j'ai exactement ce même sentiment. Hein. C'est quand tu arrives à avoir une soirée où le mec a parfaitement compris qui est en face et qui te vend du rêve en te sortant un truc énorme, ça te met une peps d'enfer. Moi, j'en ai un comme ça début mai sur c'était des Néerlandais, ouais, où il nous sort juste après l'ouverture du bal un énorme culture beat à l'ancienne, un gros Mr. Vane, et en fait, tout le monde est sur le dance floor. Et là, moi, je commence à le regarder, je dis, toi, mon gars, t'as tout compris. Et on a passé une soirée de feu, et moi aussi, justement. Tu as besoin d'avoir du rythme. Un bon DJ, il te lance la soirée d'entrée, quoi. Il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de démarrage, il n'y a pas de truc comme ça, quoi. Le type, la première musique, tout le monde est à donf, quoi. C'est hyper important. On a besoin de ce rythme tout le temps. Tu montes un diaporama en photo, tu as besoin d'avoir du rythme, d'avoir le sens du rythme pour donner vraiment de la puissance à ce que tu fais. Ouais. C'est une des raisons pour laquelle des fois, alors pas tout le temps, parce que en ce moment avec le temps que j'ai, c'est un petit peu compliqué, mais j'essaie toujours de monter des choses avec des musiques logiques et qui soient plus personnalisées. Donc d'habitude, je monte avec PicTime mes diapos, sinon, mais j'essaie toujours de monter sinon avec des choses qui collent au marié, donc avec un rythme qui n'est pas forcément linéaire. D'accord. Et du coup, comment tu définis ce qui colle au marié? Parce que moi, c'est un vrai truc, un vrai sujet de trouver la bonne musique. Je finis toujours avec les trucs basiques de PicTime parce que j'ai peur de me mouiller sur un choix en disant ça vous correspond. Je vais te prendre un mariage de l'année dernière qui est probablement un des mariages les plus beaux que j'ai fait de toute ma carrière, parce que il y avait un relationnel pas possible avec les mariés. En rendez-vous, ils m'ont dit on est ultra fan de Mute, de certains morceaux, etc. On écoute tout le temps You and Me. Ok, d'accord, moi j'avais déjà noté ça. Ils ouvrent leur cérémonie laïque sur Mute. J'ai monté sur Mute. C'est tout simple. Ok, voilà. Donc tu les questionnes aussi sur leurs goûts musicaux au moment où tu prépares, quoi. Je les questionne pas en fait, j'en parle avec eux. D'accord. Et c'est une énorme différence. Et ça, j'y tiens. Je ne pose pas de questions. Je discute. D'accord. Non, mais c'est très important. C'est très important. Moi, en ce moment, je me rends compte que je pose des questions et c'est pas forcément, ça marche pas toujours. Donc, effectivement, avoir une vraie discussion, c'est peut-être une des questions que je me pose en ce moment. J'ai noté également que tu étais formateur et qu'il y a eu un petit changement récemment dans ton activité. Je te laisse en parler. Ah oui, en fait, au départ, je n'étais pas destiné à être formateur en photo. Et j'étais contacté par l'atelier de Charles à l'époque pour reprendre la formation mariage. Et écoute, je me suis lancé, on a créé un truc et ça a plutôt bien marché. Le retour des élèves a été bon sur le fait que je me livrais à 100%. Je suis parti de ce principe-là aussi. C'est si tu veux faire quelque chose de bien, il faut que tu caches rien et que tu sois honnête avec les élèves qui sont en face de toi. Donc on a fait une formule sur 5 jours qui était assez impressionnante. Pour plein de raisons, j'ai voulu faire cavalier seul en fait. Au début de l'année, et par une suite de rencontres, j'ai rencontré un conseil avec Marie-Astrid et Gwen, et donc on a essayé de faire un petit bout de chemin ensemble et de mettre quelque chose qui soit encore plus centré sur le relationnel de confiance avec les clients, parce que de plus en plus je me rends compte que c'est ça qui fait la très grosse différence. Ça, et aussi que je sais quand même bosser assez rapidement et proprement, donc volontairement, pour des élèves qui veulent commencer à travailler le mariage, qui est quand même assez important et très chronophage. Il faut savoir leur donner des armes assez importantes. Voilà. Donc ça a été une bonne expérience et c'est quelque chose qui est très 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 agréable. Et paradoxalement, aujourd'hui, tu as quand même beaucoup de monde qui commence à devenir formateur. Alors certains à raison, d'autres tu te poses quand même pas mal de questions. Et il est vrai que faire cavalier seul impliquait de pas forcément avoir de légitimité dans le milieu. Alors qu'en passant par un organisme, type l'atelier avant ou AMA,
déjà tu es dedans, donc tu considères déjà avoir une certaine légitimité pour ce que tu vas proposer. Et je pense que sur le long terme, c'est la bonne solution. Elles sont gatekeepers en fait, c'est-à-dire qu'elles garantissent une certaine qualité de tri au démarrage, quoi. Elles prendront pas n'importe qui. C'est ça. Donc sur du long terme, pour proposer quelque chose qui plaise aux élèves aussi, je pense que c'est important. Je pense que ça peut bien fonctionner. Les prochaines dates arrivent bientôt. Oui, tout à fait. La prochaine session, nous, c'est fin septembre. Ça va être du 19 au 23 septembre, si je dis pas de bêtises, un jour près. Je mettrai le lien dans les notes d'épisode, comme ça, si ça intéresse quelqu'un, vous pourrez trouver assez rapidement et assez facilement comment faire cette formation. Dernier petit point de l'intro, j'adore ton logo. J'aime beaucoup ton logo, donc tu m'as expliqué qu'effectivement c'était pas vraiment le logo officiel au départ, mais que finalement c'est celui qui fonctionne le mieux. Tout à fait. À la base, 2020, dans le Covid, pour s'occuper, avec un graphiste, on a changé logo, typo, je me suis créé une typo. On avait un logo de prévu qui restait à peu près 1 an, et le jour où il m'a livré ma typo aussi personnelle, il m'a dit en cadeau, tiens, je t'ai fait trois petits pictogrammes qui sont dispo en raccourci dans ta typo. Dans les 3 pictogrammes, il y avait ma tête avec une marinière, la moustache et les lunettes. Marinière, j'en porte au quotidien, sauf en mariage évidemment. Et au moment où j'ai diffusé ce petit picto, la réaction a été « mais c'est parfaitement toi ». Et ben ça n'a pas loupé, le logo officiel il a duré moins d'1 an et le picto est devenu le logo principal et a tellement bien matché avec tout le monde que là maintenant il est très ancré, c'est pour moi une image de marque très visible, c'est-à-dire que les gens maintenant ils voient ma tête avec la marinière, ils se savent tout de suite que c'est moi. Et du coup c'est resté, et j'ai commencé à travailler cette idée d'image de marque vraiment en communiquant avec, donc il est visible, il est présent. Il est sur mes supports si besoin pour livraison, il est sur mon sac, il est sur ma casquette constamment quand j'arrive en rendez-vous. Et ça permet d'identifier la marque Henri de Roche et pas Henri de Roche en lui-même. On te reconnaît bien et justement c'est la casquette qui m'a fait réaliser ça en fait. Je m'étais posé cette question, moi j'ai pareil, tu sais, le logo t'as 2 choix, toi soit quelque chose qui te représente physiquement, soit tes initiales ou quelque chose qui représente ton nom, et effectivement les initiales fonctionnent bien. Mais la question s'est posée de faire des casquettes et des trucs comme ça et de les faire graver, de les faire broder sur mon sac. Mais moi, je trouve que ça ne marche pas avec les initiales. Et quand j'ai vu ta casquette, j'ai fait putain, c'est ça qui marche. C'est un bon plan. Il faut quelque chose qui n'ait pas de texte, que les gens comprennent d'office ce que c'est effectivement. Tu prends, c'est basique, hein, mais comme citerait un copain, Bertrand Roguet, tu prends le logo Apple, il est parfait, n'importe qui le reconnaît. Tu prends la virgule Nike, t'as pas besoin d'avoir marqué le nom en dessous, tu le sais. Donc il faut arriver effectivement à cette marque reconnaissable et évidente. Ouais, ça marche plutôt bien. Bravo. On va commencer la partie interview à proprement parler. Ces 4 premières questions sont toujours les mêmes. La première, c'est quel livre tu offrirais à un photographe et pourquoi ? Eh ben, ce serait pas un livre, moi, dans ces cas-là, ce serait un comics. Ouais. Dans mes inspirations pour travailler, j'ai pas mal de comics et très souvent, je vais lire du Batman, du Frank Miller surtout. Et donc moi, j'offrirais le Dark Knight de Frank Miller. Le fameux, celui qui est... Parce que c'est un que je recommande en formation, et c'est un monument de compo photographique sur chaque planche. Tu peux le prendre dans tous les sens, tu peux ne pas aimer les comics, pas aimer le trait, ce sont des compos folles. Et rien que pour ça, ça vaut le coup de le lire, même si on n'aime pas Batman, même si on n'aime pas les comics. On sous-estime beaucoup les bandes dessinées d'une manière générale, mais tu as des trucs graphiques qui sont très très poussés. Moi j'ai la même avec Akira. Je sais pas si tu as déjà lu. Oui, mais... Akira est un des rares mangas que je lis, avec récemment aussi un qui a recommandé aussi pour l'inspiration, parce qu'il y a un univers très dark et très malaisant mais exceptionnel. C'est Gutanabe qui a repris tous les Lovecraft en manga. C'est exceptionnel de compo, ça. C'est absolument à voir. Si tu te poses des questions sur la bonne manière de composer une image, souvent c'est un bon exemple et une bonne inspiration. Donc franchement... Mais t'as des gens comme ça complètement fous. Tu prends les anciens Loisel, par exemple, sur les Peter Pan, c'est magnifique. Dans les plus récents, je me délecte souvent aussi des Mathieu Bablé, qui fait très souvent des univers dystopiques complètement fous. Tu prends Shangri-La, qui est un monument qu'elle est pris dans tous les sens.
Tu regardes ça, c'est waouh, tu ne peux que t'asseoir par terre et regarder cette bande dessinée. Pour tous les gens qui aimeraient se renseigner sur peut-être justement la composition, il y a un passage dans cet épisode d'ailleurs de podcast qui était absolument génial sur la manière dont il avait pas le droit, puis il a eu le droit, gagné le droit de dessiner Spider-Man d'une certaine manière. C'est Todd McFarlane qui a un peu réinventé le personnage, je crois que c'était dans les années 90, qui est dans le podcast de Tim Ferriss. Et donc il raconte toute sa vue de business. C'est un épisode hyper intéressant, c'est 2 épisodes en fait, parce qu'ils avaient tellement de choses à dire qu'ils ont découpé l'épisode en 2 épisodes qui doivent faire 2 heures chacun, donc il y a vraiment un long truc à écouter, mais c'était absolument fascinant. Et à un moment, il parle justement de composition et de la manière dont lui voulait dessiner Spider-Man. En fait, tu sais, dans les comics, des fois, tu dessines des personnages en débordant sur les cases d'à côté. Et quand lui a voulu commencer à faire ça avec le personnage de Spider-Man, un des rédacteurs en chef de la revue dans laquelle il était publié lui disait que non, les big boss chez Marvel avaient dit que c'était hors de question qu'on faisait pas ça. Et un jour, il rencontre le big boss en question, il lui en parle. Et en fait, le big boss avait dit, non, on le fait pas de la mauvaise manière. Il y avait une bonne et une mauvaise manière de faire. Et en fait, il avait dit, faites gaffe à ce que ce soit fait de la bonne manière et pas de la mauvaise. En fait, il s'est affranchi de sa ligne éditoriale en discutant avec ce directeur-là. C'est une conversation passionnante. Ça te montre, en fait, la composition, la réflexion qu'il peut y avoir dans une certaine composition. Donc c'est un épisode que je conseille à tout le monde. Todd McFarlane dans le podcast de Tim Ferriss. Je ne sais plus le numéro d'épisode, mais je mettrai le lien dans les notes d'épisode si ça intéresse. J'avais écouté ça, effectivement. C'est fascinant, et tu vois le fait que tu parles d'une bande dessinée de Frank Miller, c'est quand même le même genre de référence. C'est des gens qui ont laissé leur empreinte dans le monde du comics de manière très très forte. Aujourd'hui, Todd McFarlane, je crois que le dessin, la manière dominante de dessiner Spider-Man, c'est la sienne. C'est plus le Spider-Man des débuts qui était pas du tout pareil. Donc voilà, c'est quand il recrute un dessinateur chez Marvel pour Spider-Man, il leur demande de dessiner le Spider-Man de Todd McFarlane. Donc ça te donne une idée du poids de ce mec. Tout ça, je le sais parce que j'ai écouté l'épisode, il en parle dedans. Mais voilà, en tout cas, c'est une très bonne réponse, et j'aime beaucoup cette capacité à aller chercher du graphisme et du graphique et de la composition dans un autre art que la photographie. Il nous faut, de toute façon, l'inspiration ne vient pas forcément que de la photo. Tout peut être question d'inspiration autour de soi, que ce soit la musique, que ce soit la bande dessinée, tous les arts sont possibles. Et toutes les combinaisons sont possibles. C'est ça, un podcast, c'est un portrait aussi, c'est juste pas une image. Si je te demande, c'est quoi être créatif ? Être créatif dans ma façon de faire, on va dire que c'est aller chercher plus loin un moment tellement fort que tu penses que tu peux pas aller chercher autre chose, et en fin de compte, si tu te casses un peu la tête, tu vas aller plus loin. Ouais. À mon avis, c'est ça dans ma façon de travailler. Donc c'est de réfléchir ? Oui, c'est se casser la tête, littéralement. Ouais. C'est le moment où tu penses que tu as quelque chose de bien, mais que tu vas chercher un petit peu plus loin, c'est travailler sa scène en fait. C'est ça, c'est épuiser ta scène. Ouais, et vraiment en essayant d'aller au plus loin possible de ta créativité sur une scène où tu n'es pas censé intervenir, bien évidemment. D'accord. Oui, sans rentrer dans le truc et l'influencer. C'est une question, la suivante, qu'on va revoir un petit peu plus loin, mais je vais quand même te la poser comme ça. Qu'est-ce qui te fait déclencher ? Moment fort majoritairement. C'est vraiment, actuellement, en tout cas en 2023, ce qui me fait déclencher au bon moment, c'est ce moment qui va être primordial pour la personne que tu as sur l'image, pour toi évidemment aussi, et qui raconte quelque chose. Ça va vraiment être l'instant qui va m'intéresser et qui va vraiment lancer ma réflexion sur l'image en cours et la créativité possible dessus. Qu'est-ce que tu veux dire par primordial pour la personne qui va être sur l'image ? On a quand même besoin aussi que la personne s'identifie à ce qu'elle va voir. C'est-à-dire quand tu lui montres l'image d'elle, il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui corresponde et qui lui raconte quelque chose. En fait, si l'image n'a pas d'intérêt pour la personne dessus, sachant que techniquement on est là pour des clients ou leurs proches sur un mariage, et c'est qu'on a loupé quelque chose à mon avis. Il faut quand même donner du sens à l'image pour eux aussi, pas simplement pour tes prospects ou de photographes. Oui, juste belle, ça suffit pas. D'accord, ok, bonne réponse. Pour moi. C'est quoi une bonne photo ? Je pourrais distinguer 2 réponses. Pour le photographe, la bonne photo, c'est celle où qualitativement t'es au-dessus, tu l'as édité proprement, elle a des compositions qui sont respectables, elle peut être appréciée des collègues. Une bonne photo pour le client, c'est une photo dont il a besoin, surtout, je pense. Dans un devoir mémoriel, par exemple, ou autre.
D'accord. Donc tu fais la distinction déjà entre les collègues et les clients. C'est parce qu'on parle souvent des awards. Pour Les moi, awards, oui, on je est pense. d'accord que c'est pour les collègues plus que pour les clients. Oui, c'est pour moi les awards effectivement. Alors, évidemment, c'est bon pour la communication, mais déjà très souvent l'editing pour les concours n'est pas celui que tu livres à ton client. Ouais. Dans mon cas, en tout cas. Donc, ils sont pas forcément pour les clients. Ils sont très contents si on leur annonce qu'on a gagné un prix avec une photo où ils sont dessus. Mais derrière, quand même, c'est aussi pour les clients, pour les photographes. Ouais. C'est une manière d'être reconnu dans le milieu aussi. Aussi, Et, oui. et si t'es formateur, derrière aussi, d'asseoir un petit peu ta légitimité. Oui, évidemment. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont construit aussi leur carrière de formateur là-dessus, effectivement. C'est une excellente base aussi. C'est une excellente base de réflexion aussi, de se dire, tu es formateur, tu es légitime, donc montre aussi, ça te permet de montrer quand même ce que tu es capable de faire de toute façon, dans la Windows Sphere. Ma philosophie en formation, c'est que tu ne vas te former qu'avec quelqu'un à qui tu voudrais ressembler. Donc, mécaniquement, il vaut mieux vouloir ressembler à quelqu'un qui arrive à sortir des choses respectées que quelqu'un qui n'a pas forcément fait ses preuves. Première question, j'ai divisé l'interview en 1, 2, 3, 4, 5 questions différentes. La première est relative au photojournalisme, puisque c'est quelque chose que tu revendiques dès les premiers mots de ton site internet. C'est la première chose que tu précises quand on arrive sur ton site. Tu es photojournaliste. Ce qui est... alors, on va définir un petit peu... on va définir assez rapidement en fait ce que tu veux dire. Moi, clairement, enfin, je dis photojournalisme, c'est un peu dans cette branche-là que je me situe aujourd'hui, dans le sens où je vais essayer de pas trop intervenir et de pas trop influer sur la scène, mais c'est ma petite difficulté du moment. Ça fait 2 fois que je me fais avoir en pas longtemps avec des clientes qui comprennent pas forcément ça. Donc soit je l'ai mal expliqué, soit elles l'ont mal compris, soit les deux. Comment est-ce que tu expliques, toi, à un client, ce que c'est le photoreportage, le photojournalisme, et surtout ce que c'est pas? Parce que dans les attentes, c'est aussi beaucoup de choses que tu n'es pas. Tout à fait. Dans l'explication client, alors déjà, je leur explique que moi, je suis l'extrême de ça. C'est-à-dire que sur une journée de mariage, jamais je vais intervenir sur ce qui va se passer. Jamais je vais aller allumer une lumière ou éteindre une lumière, sauf si nécessité demandée par les mariés, évidemment. Et le but étant pour moi de raconter tout ce que j'ai vécu la journée, tout ce que les personnes ont vécu sur la journée sans absolument interférer avec ce qui va se passer. L'idée étant, alors elle est un petit peu biaisée quand même sur le mariage, de ne pas prendre parti, mais forcément en racontant ton histoire, en travaillant ta scène, tu vas prendre parti pour un sujet plus qu'un autre, pour une scène plus qu'une autre. Donc c'est là qu'il y a un léger biais quand même dans ce qu'on explique sur le photojournalisme documentaire. Mais voilà, j'explique ça aux clients que je suis pas le photographe qui va prendre leur robe en détail. Je vais pas prendre forcément le lieu en photo, etc. Moi, c'est centré vraiment sur ce qu'ils sont en train de vivre, sur l'humain et ce qu'ils sont en train de raconter. Donc, dans mon storytelling, je peux éventuellement intégrer ce genre de petits détails, mais ils vont pas être systémiques comme un reportage classique. De cette manière, je vais vraiment leur faire comprendre que je suis là pour suivre ce qu'ils vont vivre sans donner de consignes. Donc, forcément, il va falloir qu'ils me fassent confiance et qu'ils soient eux-mêmes. Ça, je le vois en rendez-vous avec eux. Et ma façon d'être aussi le jour J quand je vais arriver et me présenter à eux ou aux proches fait qu'il y a un relationnel de confiance qui se crée. Et à partir de ce moment-là, je peux commencer à shooter. Alors, ça monte au fur et à mesure de la journée. Sur une journée de mariage, je vais commencer tranquillement avec eux et ça monte. Et la confiance, elle est arrivée à un moment à son paroxysme et elle redescendra plus. Mais évidemment, c'est un travail. Un travail de se fondre dans la masse, de réussir à se faire accepter du client, de sa famille, de ses proches, pour vraiment intégrer ce microcosme familial et amical, être dedans, intégré complètement et pas en extérieur, d'être un témoin de ça. Donc tu es à part entière dedans. Et de ce biais-là, on arrive à un reportage où le client il est en confiance absolue. Tu peux être à son épaule avec un boîtier, il n'en a plus rien à faire. Parce que à côté, il a Henri. Juste, il n'a pas le photographe, il a Henri. Et du coup, ça roule tout seul. Je vais pas dire c'est en pilote automatique une fois que c'est lancé comme ça. C'est intéressant ce que tu viens de dire. Je vais pas m'attacher à la robe de mariée ou aux détails sur le lieu parce que c'est un vrai parti pris du coup. C'est un parti pris total. Déjà parce que c'est des photos qui m'embêtent, donc qui m'intéressent pas parce que elles sont tout le monde peut les faire et bon, il n'y a pas d'intérêt significatif à ça.
Mais tu peux te Alors demander, que, te dire que c'est obligatoire en fait. ouais. Si t'as pas pris ce Alors parti que tant de que c'est dire, pas demandé, ouais, pour moi, ça ne l'est pas. Les clients savent à rendez-vous que tant que c'est pas demandé, ce sera pas fait, ce genre d'image. Voilà. Si c'est demandé gentiment, je suis très content de le faire, sans problème. Je suis aussi là pour le client malgré tout, même si j'ai mon style très affirmé, une demande du client, on est là pour y répondre, évidemment. et t'as jamais ce coup, enfin je pense qu'on l'a tous vécu, un invité avec son smartphone qui fait une photo d'un truc précis avec la mariée qui t'appelle en te demandant si t'as pas la même photo toi. Je réponds que je l'ai pas forcément de la même manière. Parce que dans mon approche de travail, très souvent, la personne en train de prendre en image quelque chose avec son smartphone, très souvent, je l'ai en train de faire ça. Donc t'as quand même Voilà. ça. Ok, parce que Ouais. ça m'est C'est arrivé. le smartphone en mariage, c'est un tel débat actuellement que. Après ça existe, il faut vivre avec. Hein, de toute façon, Oui. si tu te C'est ça. revendiques, Là, en ce moment, il y a beaucoup de monde qui se plaint de ça sur les sociaux. Moi, au contraire, je dis arrêtez de vous en plaindre. Ils sont là. C'est à nous de nous adapter. En fait, on a des professionnels et on est là pour travailler avec, soit faire en sorte de pas les voir en se déplaçant, en faisant autrement, parce qu'on peut toujours faire autrement, en étant un peu créatif ou en réfléchissant un peu. Ou alors, on s'en sert et on les met en situation. Voilà. il y a des photos. Moi, j'ai vu des photos de gens. Tu sais, t'as toute une foule avec le smartphone qui photographie quelque chose. T'en as un qui se met en arrière-plan et qui photographie tous ces gens qui prennent en photo la même chose. C'est ça. Et en plus, ça donne des images qui ont une forte puissance sociale, en fait, parce que tu montres des fois l'absurdité de notre époque aussi. Et moi, je suis toujours le premier à essayer de rajouter du social là-dedans. Des fois, sur des doubles lectures que les gens vont pas forcément comprendre à premier abord. Mais il est évident que quand j'ai, celui de ce week-end, où j'ai la belle-mère du marié qui est iPad à la main pendant toute la cérémonie, elle est dedans, et bien en situation exprès, mais pour montrer l'absurdité de la chose. Mais je sais que ça va faire marrer les mariés et les parents de voir qu'en fin de compte, elle n'a pas lâché son appareil. Surtout que oui, ils l'ont vu à l'instant où elle l'a fait, donc finalement, c'est un peu. Du coup, ils l'ont pas vu, ils ont vu son iPad. Oui, ils ont vu. Il devrait coller sa tête sur son iPad, comme ça on voit que c'est elle. Ça peut être pas mal aussi. Ouais, ça serait une bonne idée. Dans ton introduction, justement, ce moment où tu parles de photojournalisme, un des premiers trucs que tu mets en avant, c'est que tu cherches constamment une belle lumière. Est-ce que c'est ça qui te guide en premier ? Oui, parce qu'en fait, dans ma réflexion, comme on disait, le moment il est important, il faut le mettre en valeur. Et tu as besoin quand même d'avoir une lumière intéressante, etc. pour vraiment aller poser ta situation et ton sujet. Donc, il est évident que, je vais te donner un exemple d'un mariage la semaine dernière où j'ai des enfants qui sont en train de jouer pendant un cocktail et d'autres sont en train de boire leur jus de fruits ultra sucré, donc ils deviennent comme des drogués. Et tu les prends juste en train de le faire, le moment est intéressant. Sauf que depuis tout à l'heure, je vois les enfants qui passent dans des rayons de lumière entre les arbres et une lumière très très dure. Et je vois toutes ces silhouettes là en train de vaquer d'adultes à leurs occupations. T'exposes sur tes hautes lumières, t'as des silhouettes d'adultes en train de faire ça, et t'as un enfant, 2 enfants, 3 enfants en train de boire leur sirop complètement dingue avec des yeux exorbités tellement ils ont bu. Et c'est celles-là qui vont être gardées parce qu'elles sont beaucoup plus esthétiques. Malgré le fait que ce soit du reportage pur du moment, mais il y a une lumière qui nous avait permis de créer quelque chose. Voilà. Donc j'essaie quand même de me casser la tête toujours une fois que j'ai mon moment, à le mettre en situation avec une lumière qui met en valeur mon sujet et puis qui force vraiment l'œil à aller chercher les détails qui sont importants. D'accord, mais donc du coup, c'est le moment ou c'est la lumière qui vient en premier ? Non, le moment prime quand même malgré tout. D'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois un moment et tu essaies de le caser dans un l'améliorer. Cadre, de l'améliorer. Et c'est pas parce qu'il y en a qui fonctionnent à l'inverse, c'est-à-dire ils trouvent un beau cadre et ils attendent qu'un moment passe. Alors que moi, je raisonne effectivement autrement dans ces cas-là, dans l'approche de la journée, parce que tous les moments, ils vont pas attendre que tu sois là pour se passer. Donc c'est à moi de faire attention à tout ce qui se passe. C'est le concept de se casser la tête, toujours. Mais moi, je finis mentalement très fatigué sur des fins de mariage. Parce que vraiment, j'essaye d'avoir l'œil partout. Alors, je peux pas avoir le être partout, évidemment, ça c'est pas possible. Mais j'essaye de faire en sorte de prioriser les choses sur les mariages par rapport à mes clients. D'où l'intérêt aussi d'une préparation très minutieuse avec eux pour savoir ce dont on a besoin sur le mariage et pour pouvoir, alors évidemment, prendre parti dans ces cas-là, mais tourner le reportage en fonction de ce qu'ils sont eux. Il est évident que le relationnel des mariés entre eux ou leur famille va t'influencer la journée. Tu parlais du moment à l'instant, donc approche basée sur le moment. Qu'est-ce qui définit un moment pour toi ? Comment est-ce que tu les repères ? Alors sur un mariage, partant du principe dans mon cas que le moment il est souvent complexe. Ouais.
Et c'est le but premier, moi, de ce que j'aime faire, et c'est ce que je recherche vraiment de manière assez systémique sur les mariages. C'est sortir des moments complexes. Donc pour moi, c'est quand une scène commence à se passer et qu'il y a une interaction avec une autre scène en même temps qui nécessite d'être prise. C'est-à-dire qu'une seule scène basique ne sera pas priorisée si je vois autre chose à côté. Par contre, je peux inclure les deux ensemble si besoin. Tout l'intérêt est là. Donc, une scène séparée de l'autre aura pas le même intérêt que les deux scènes ensemble. Voilà, effectivement. Voilà. Je te donne un exemple encore. Tu vois des proches ouvrir des huîtres sur un mariage. Si tu recules un petit peu, t'as deux gamins en train de manger les leurs dos à dos. Donc tu vas commencer à pouvoir mettre ta scène en place avec... en plus, tu vas encadrer ta scène d'ouverture par deux mecs en train de manger, etc. Voilà, tu peux vraiment trouver quelque chose dans ces cas-là. Faut vraiment observer. C'est toujours ça, en fait. Hein. Tu vas vite trouver quelque chose qui va être intéressant. Une raison pour laquelle aussi je dis qu'il se passe toujours quelque chose sur un cocktail. Quand j'ai des élèves avec moi ou des seconds qui voient les images après, ils disent t'as vu ça sur le cocktail? Bah oui. Mais je le voyais pas, je m'ennuyais sur le mariage. Mais en fait, si on s'ennuie, c'est qu'on est vraiment en train de louper quelque chose. Ouais, ça je suis assez d'accord. Si tu t'ennuies, c'est que c'est toi qui ennuies, c'est pas l'événement. Il arrive d'avoir des choses très très calmes, hein. Et malgré le calme, on arrive à trouver des choses. Mon mariage de samedi, il ne se passait rien, littéralement, pendant le cocktail. Des familles qui se mélangent pas, qui restent entre eux. Ouais, mais il y avait un tel graphisme, en fait, dans leur stoïcisme, pas leur stoïcisme, mais dans leur immobilité. J'ai réussi à sortir plein de trucs super sympas, en fait, où j'ai des vues du cocktail larges, où tu vois les 4 clans qui ne bougent pas de leur table en cercle et qui restent et ça, c'est très fort, en fait, et seuls les mariés comprendront l'importance du truc. T'as montré l'absence de mélange, en fait, entre les groupes, du coup. C'est ça. Donc t'as rendu compte de ce qui s'était passé pendant le mariage. C'est ça. Et puis je me suis éclaté à le faire, en plus. C'est pas mal. De toute façon, enfin, ce qui est clair, c'est que si t'es le nez dans ton téléphone, tu verras rien du tout de ce qui se passe, dans le mariage. Ça, c'est une évidence. Donc, le téléphone est à bannir. À un moment, tu parles de t'insérer dans le moment, ce qui est logiquement le principe de l'approche documentaire, c'est d'arriver à un moment à en faire partie, parce qu'il faut savoir ce qu'on photographie. Si tu es extérieur à l'événement, tu rates beaucoup de choses, en fait, parce que tu n'es pas dedans et tu les vois pas, tout simplement. Par contre, pour se faire oublier, puisque c'est un petit peu ton approche, c'est que les gens ne te voient pas. Comment tu fais, alors que quand on regarde les backstage, t'es toujours looké, t'as toujours des vêtements très colorés. Je fais une petite dédicace aux gens qui croient que le plus classe, c'est les vêtements noirs. Ce n'est pas du tout le cas. Mais toi, tu pousses... Spoiler alerte, le noir, c'est de la merde. Voilà. Toi, tu pousses au-delà, parce qu'il y a couleur et couleur. Toi, tu as des couleurs qui peuvent être très flamboyantes. Comment on devient invisible en portant autant de couleurs? Comment on devient invisible en se faisant autant remarquer, en fait? Parce que c'est dans le look, il y a aussi un parti pris qui est je ne suis pas invisible. Ouais, c'est l'énorme aussi différence entre être invisible et se faire oublier. Et c'est très, très, très différent. Être invisible, c'est être en retrait. Te faire oublier, c'est être fondu dans la masse avec les gens. Et tu reviens sur le principe, effectivement, d'être dans la scène. Il y avait Ken Pak qui résumait ça très, très bien au premier Rise Up à l'époque. Et qui disait, tu prends un cercle, tu n'es pas à l'extérieur du cercle ou au milieu du cercle, tu es sur ton cercle, dans ce qui se passe. Et pour faire ça, effectivement, il faut te fondre dans la masse. Te fondre dans la masse, ça veut dire effectivement avoir une tenue en cohérence avec les mariés que tu as en face. Alors, au fur et à mesure des discussions avec soit les mariés ou les proches avant le mariage, j'arrive à avoir, sans poser de questions, les thématiques couleurs ou le style, etc. Ce qui fait qu'en théorie, si tout se passe bien, quand j'arrive le jour du mariage, les vêtements sont raccords avec le style des gens que j'ai en face de moi. Avec quelques exceptions. Tu as vu mes backstage, j'ai toujours un gilet avec plein de poches pour pouvoir travailler, avoir des affaires dessus. Mais effectivement, les chemises ou les pantalons sont raccords. Et si je vise bien, très souvent, je suis de la même couleur que les proches. D'accord. Donc en fait, quelque part, on a l'impression que tu t'habilles de manière à ressortir de l'eau, alors qu'en fait, tu te fonds dans l'environnement. Je me fonds dans l'environnement, effectivement. Je fais un apparenté avec la chasse. En chasse, si mes clients sont en chaussettes à pompons, je suis en chaussettes à pompons. Bah oui, parce que je passe partout dans ces cas-là. C'est très bêta, hein. Mais c'est de là qu'est venue l'idée de se fondre dans la masse en mariage, en fait. Et de cette manière-là, en fait, c'est aussi une marque de respect pour tes mariés ou la famille des mariés, parce que tu fais un effort
aussi pour être avec eux. Donc justement, tu vas être beaucoup moins visible que si tu as une tenue noire, logotée, etc. Voilà, il faut vraiment être dedans. Si t'es looké prestataire, effectivement, tu vas être traité comme un prestataire. Et si t'es looké comme eux, tu vas être traité comme eux. Exactement. Et tout l'intérêt aussi, du coup, d'avoir les couleurs comme ça. Et de pas trancher avec eux. C'est très bêta. Sur un mariage avec un second, on voyait la différence entre ces images et les miennes, parce que sur les miennes, les gens le regardaient. Ouais. Sur les miennes, ils ne me regardent jamais. Oui, parce que c'est pas que je les shoote pas quand ils me regardent, c'est juste qu'ils font pas attention à moi. Alors il y a plusieurs raisons aussi. Lui, il est toujours l'œil dans le viseur, moi je le suis pas. Je suis quasi tout le temps à l'écran. Il y a ça aussi qui joue. Mais ça a une importance assez énorme. Ouais. Du coup, ça compte le look dans un mariage, au-delà du fait de t'insérer. Est-ce que tu penses que la perception des gens, du fait que tu fais un effort pour bien t'habiller, mais en plus par rapport à leurs critères à eux, tu penses que ça influe sur la perception qu'ils ont de toi et le souvenir qu'ils ont de toi? Ce n'est pas le seul critère, ça aide. Mais ce qui va influencer vraiment, c'est ta façon d'être en fait sur le mariage. C'est ta façon d'être. Moi, je suis moi-même évidemment sur un mariage, mais je suis aussi je sais pas le phare dans la tempête, mais pas loin. Je suis un faux stressé. En fait, je suis en stress sur un mariage, c'est normal parce que j'ai plein de choses à réfléchir, mais je le montre pas ça du tout en fait au marié. Je suis vraiment un roc, que dis-je, un roc, un cap, une péninsule. Et non, je fais en sorte d'être le plus zen possible devant eux pour bien leur faire comprendre que tout va bien se passer, j'échange avec eux, je discute avec eux, c'est le fait aussi de pas être invisible, c'est que tu peux discuter avec les gens. Et je vais être le premier à échanger avec eux sur des scènes, des discussions, etc. Il y a une vraie distinction parce que souvent, quand on se revendique invisible, c'est qu'on n'a pas envie d'avoir cette interaction avec les gens aussi. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font cette confusion de se dire je vais faire du photojournalisme, je vais faire du photoreportage pour ne pas avoir à me mélanger aux gens et pour garder une certaine distance. En fait, quand t'es loin, t'es pas dedans en fait. C'est ça. Du cercle. Et puis très souvent, tu vas voir ce genre de personnes arriver avec le 70-200 en cocktail. Ouais, oui. C'est un classique. Et tu es loin en fait. Et plus tu es loin, plus tu vas louper des choses. Et quand tu finis au contact, c'est que tu as compris comment ça marche. Voilà. On va faire une analogie aussi dans les monuments, exemple à regarder pour s'inspirer. Tu prends Léon de Luc Besson, et puis la question est simple. Première personne que tu vas tuer, tu vas le faire au sniper. Et puis quand tu seras bon, tu finiras au couteau. Là, c'est pareil en fait. Tu vas commencer au 70-200, puis quand t'es prêt, tu prends ton 24, et puis tu rentres dedans. C'est ce que je l'avais déjà dit dans de la street, mais des fois, t'as peur de photographier des gens. En fait, tu commences au 105 mm et tu descends petit à petit. En fait, tu te rends compte que même au 105, les gens te voient et s'en foutent, en fait. Simplement, t'as plus de distance entre eux, t'es pas à portée de baffe. Et du coup, tu peux t'autoriser plus de choses et en tout cas te barrer plus vite s'ils arrivent en râlant vers toi, quoi. Mais c'est une très bonne analogie. Très, très clairement, il faut être au contact dans ce genre de scène parce que tu as besoin de donner un impact énorme qui va être là aussi par ton grand angle. Donc c'est pour ça que moi personnellement, peut-être que j'ai un biais parce que j'ai commencé vraiment la photo plus jeune au 24. Donc c'est resté. Moi le 35 c'est trop long pour moi. C'est 80% de mes images en mariage sont faites au 24. Tu as dit un petit peu avant que tu ne posais pas de questions aux mariés, tu parlais avec eux. Et ça, j'aime bien cette distinction que tu viens de faire. C'est peut-être une erreur que je fais pas mal en ce moment. D'ailleurs, on en a parlé un petit peu en préparant. Mais c'est vrai que j'ai tendance à poser des questions et pas à discuter moi en ce moment. Et que c'est peut-être aussi une des causes pour lesquelles j'ai des malentendus avec certains clients en ce moment. Mais ça doit être de la fatigue aussi mélangée à ça. Qu'est-ce que tu entends par ne pas poser de questions? En fait, la majorité, je pense, d'entre nous, pour des rendez-vous préparatifs avec les mariés, vont avoir un questionnaire qui vont peut-être envoyer en avance aux mariés ou répondre. Je pars dans mon principe de me dire que si moi, j'étais les mariés, je voudrais pas ce questionnaire. Parce que, non pas que ce soit intrusif, mais c'est scolaire. Ouais. Et je préfère un échange de discussion avec des mariés qui va me permettre d'en apprendre sur eux, autour d'un verre, d'un café, d'une bière, peu importe, surtout d'une bière. Mais en discutant avec les gens, je sais ce dont moi j'ai besoin. Donc je vais l'amener, mais sans poser de questions en fait. Donc en me livrant moi peut-être un peu sur moi, ma vie de travail, ma vie perso, ils vont se livrer sur la leur aussi. Et de par ces échanges, qui sont effectivement un peu plus longs que la normale, tu vas arriver à prendre beaucoup d'informations sur le jour J.
évidemment sur ton planning, bien entendu, mais aussi sur leur façon d'être des proches, sur les privés de jokes que tu dois savoir, sur les choses importantes, mais par la discussion. Alors, dans mon cas, effectivement, ça finit avec une tonne de notes manuscrites derrière, mais qui, une fois mise bout à bout, me donne vraiment une trame de travail qui est vraiment facile. Et si j'ai cette trame qui est bien préparée, le jour J, tout se passe bien, parce que il y a pas de surprise, et j'aurai aucune surprise. Mais ça va au-delà de se dire qu'il n'y a pas de surprise sur le déroulé de la journée, sur les interventions des proches qu'il peut y avoir ou autre. Non, tu n'as aucune surprise sur le relationnel familial. Donc tu t'immisces au maximum, effectivement, dans ce qu'ils sont. Donc tu es à même d'entendre toutes les private jokes ou les choses moins avouables dans la famille, mais tu es là aussi pour les connaître parce que derrière tes images peuvent être influencées par ça. Moi, très clairement, dans mon contrat avec les mariés, j'explique, et je leur fais signer ça, que je peux être amené à entendre beaucoup de choses qui sont de l'ordre du privé, mais que ça restera sur le mariage et que c'est primordial, moi, pour travailler. Et ils sont tout à fait d'accord avec ça. Ils se livrent plus ou moins certains, mais au moins ça fonctionne. Des trucs très bêta, mais quand tu sais que un tel et un tel ne s'entendent pas du tout, tu peux vraiment les mettre en exergue dans l'autre sens si tu vois qu'ils sont en bonne ambiance le jour J. C'est quelque chose qui est important à mes yeux aussi. C'est une qualité humaine aussi, quelque part. Il faut, de toute façon, on est humain à la base, donc il faut de toute façon que on soit des humains qui ont affaire à des humains. Il est évident que le photographe face au marié, non, t'es un humain face à un humain, c'est primordial en fait. Faut que tu puisses te mettre à leur place aussi et inversement. Des fois, on se perd là-dedans en fait, dans le côté d'être un professionnel et de vouloir renvoyer une image professionnelle de quelqu'un qui va tout maîtriser à tout prix et de dire, du coup, les questionnaires, tu vois. La maîtrise totale ne vient pas par le questionnaire. La maîtrise totale, elle vient par la gestion et la fluidité que tu vas avoir avec tes mariés, à mon sens. Voilà. Il faut être fluide et montrer que tu sais ce que tu fais. Ça, c'est une des choses que je montre aussi beaucoup en formation, où j'explique aux élèves que faut pas que vous montriez aux élèves, aux mariés que vous avez des doutes. Ouais. Si vous montrez que vous avez des doutes, ils vont avoir peur. Si tu montres que tu es zen, que tout va bien se passer, en fait, ils vont te suivre et ils vont comprendre qu'ils ont affaire à quelqu'un qui est la personne dont ils ont besoin. Mais c'est encore plus insidieux ce que tu viens de dire parce que s'ils ont peur, t'es foutu en fait, parce qu'une fois qu'ils ont peur, ils vont regarder tes photos avec les yeux de la peur et tous les défauts ils vont les voir. Qu'ils verraient pas. Moi, je pars du principe. Après, c'est peut-être bon pour mes chevilles, mais quand je lis mon petit best-of quelques jours après, en théorie, j'ai que ça à livrer si tout se passe bien. Évidemment qu'il y a le reportage qui suit derrière, mais normalement, dans ma tête, quand je livre un best-of, si j'ai le retour instantané des mariés avec les réponses habituelles, c'est jackpot en fait, c'est gagné. Voilà. C'est ma satisfaction perso de savoir que ça leur a suffi. D'où et qu'il y a tout ce qu'il faut déjà. Aussi, c'est-à-dire que tu mets que les bonnes photos au démarrage, comme ça le premier contact, c'est la. Tu mets l'effet waouh évidemment, ouais. Mais et moi je leur spécifie vraiment que ce sont mes préférés. Ça ils le savent, que ce sera pas forcément que les leurs, parce que très souvent il va y avoir des moments où ils sont pas forcément dans leur meilleure situation. Mais les photos sont à effet waouh, donc je les garde. D'accord. Non, mais c'est important à préciser. La deuxième question, tu as commencé à en parler un petit peu plus haut en disant que tu mettais deux sujets côte à côte, deux moments côte à côte pour essayer de les rendre plus forts l'un l'autre. C'est le layering. Mon cheval de bataille. Ouais, c'est un truc qui est en train de devenir le mien aussi, mais je ne suis pas encore à ta capacité à aligner autant de choses. Mais par contre, sur ta page d'accueil, clairement, je suis arrivé dessus. C'est 75% du portfolio qui est montré. C'est de layering. Les 25% qui restent, c'est des hero shots impressionnants. C'est du drone, c'est des couples dans des fumigènes. C'est des choses qui vendent bien, je pense. Ils sont là pour ça, oui, très clairement. C'est pour montrer que tu maîtrises tout ça. Mais un de tes points forts et ce qui ressort vraiment au premier contact, c'est le layering. Ça correspond bien avec l'idée de se faire oublier d'ailleurs, parce qu'en fait, si tu te fais pas oublier, si les gens sont trop attentifs à toi, souvent la personne qui fait ton premier plan, elle se tourne, elle te voit, elle fait oh pardon, elle se barre, et toute ta construction est foirée parce que tu peux même pas lui dire de se remettre en place, parce que voilà, ça n'a plus aucun sens de faire ça. C'est ça, effectivement, sur les images, c'est en tout cas moi ce que je cherche le plus souvent à montrer sur une scène. J'ai besoin qu'il y ait plusieurs choses qui se passent dessus. Ça fait partie de ce que moi j'attends d'un mariage et ce que je veux ressortir d'un mariage, parce que c'est pour moi le maximum possible de réflexion. Et tu as compris que j'ai besoin de travailler vraiment ma cervelle tout le temps sur ce genre de situation. Et
et ben ça nécessite de prendre des fois du recul sur la scène qui se passe. Tu es au contact, mais tu peux élargir ton esprit aussi. J'ai dit ton esprit. Et forcément, tu vas te dire, tu prends mon portfolio, tu prends la première image du portfolio, un marié et un témoin qui se préparent, ok, tu peux prendre les deux en train de se préparer. Ouais, tu recules un petit peu, tu tournes un peu à droite, t'as le fils et son grand-père en train de faire les cons à côté. Donc tu vas mettre tes deux scènes. Et pas forcément des scènes identiques, mais qui sont au même moment, au même endroit. Donc tout l'intérêt du layering, il est là pour moi. Tu mets pas forcément des scènes qui sont identiques, mais tu peux aussi avoir des choses qui sont logiques de se passer sur ce moment-là. Voilà. Ou qui vont te permettre de renforcer la puissance de ton moment. Je prends tout bêta une mariée avec son grand-père qu'elle est passée voir le jour du mariage. Le moment est intéressant. Tu recules un petit peu, tu élargis ta vision. Tu as la sœur de la mariée en train de pleurer à côté. Donc tu donnes encore plus de force à ton image. Et tu pars d'une bonne image et tu arrives à une très bonne image, quoi. C'est l'idée, en fait, c'est la différence entre une bonne et une très bonne image. Il faut qu'elle ait tellement de puissance que tu aies besoin que de celle-là uniquement pour résumer ton moment. Donc, c'est l'éternelle phrase, hein, une bonne photo vaut mieux que 10 mauvaises. Donc, tu pars de ce principe-là, et si moi, une scène peut être résumée à une seule image, pour moi, c'est jackpot. Voilà. Tu arrives à avoir tout dans la seule et unique scène. C'était en vidéo, mais j'avais noté cette phrase de Casey Neistat, qui est le plus gros YouTuber, en tout cas le mec qui a fait de YouTube ce qu'il était, et la question qui a inventé le vlog, quoi. Qui a inventé le vlog, exactement. Et la phrase que j'avais adorée, c'était pareil dans un podcast de Rich Roll. What about this moment is meaningful to me and how do I share that in 20 seconds? Donc, qu'est-ce qui, dans ce moment, a du sens pour moi et comment je le partage dans 20 secondes? Et la question que tu peux te poser, elle s'applique à la photo. C'est comment je peux partager ce qui a du sens pour moi en une seule image, en fait. C'est pas de le répartir sur plusieurs photos. C'est de te demander comment ces 5-6 photos que tu pourrais faire, t'en fais une seule avec. C'est tout l'idée, en fait, c'est regrouper en une seule image tout ce qui est en train de se passer devant moi. C'est vraiment ce que moi j'essaye de faire. Alors, tu n'as pas forcément que ça sur une journée. Il est évident qu'à un moment donné, tu n'y arriveras pas. J'adorerais me dire que tu résumes, en 40 images ta journée de mariage. Ce serait génial. Ça arrive quand tu livres un best-of où il y a 40-50 images que les mariés me disent, en fait, avec juste ça, c'est bon, on a tout. Alors, là, c'est jackpot. Hein. Si on te répond ça, ça veut dire que tu as bien réussi ton coup là-dessus. Mais il est clair qu'un moment se passe, quelque chose va être ajouté à ce moment, puis il va s'imbriquer quelque chose, etc. Donc tu vas pouvoir regrouper tout ce genre de petites choses. Voilà. C'est tous ces petits plus qui font que tu as un énorme plus derrière qui va arriver. Alors des fois, il faut un peu de chance, hein, évidemment, mais aussi c'est une question de placement, de réflexion et d'observation tout le temps, et d'anticipation de ce qui va se passer. Comme disait un de mes copains, la chance n'arrive pas quand tu es assis sur ton canapé. Elle arrive que quand tu sors et que tu vas à la rencontre du monde et que tu vas à sa rencontre à elle. C'est ça. Et tu tournes partout, tout le temps, sur un préparatif, un cocktail, une cérémonie, etc. Et tu vas chercher le moment qui va être pété. Et tu t'arrêtes pas. Et tu regardes pas ton téléphone. Jamais. Comme en ce moment c'est un sujet qui m'intéresse, le layering, j'ai regardé plein de vidéos sur ce thème. J'en avais recommandé une il y a quelques temps de Ivan Chow, donc IvanChow sur YouTube sur le layering. J'en ai vu une autre il y a pas longtemps d'un nom que je cite souvent, qui est Daniel Milnor, en fait, qui est un ancien photographe de newspaper qui est devenu évangéliste chez Blurb. Et il montre une de ses images, donc c'est pendant une manif, et en fait il résume, donc il a le point fort, donc il a repéré en fait un point très fort sur l'image qui est le fond de l'image, donc c'est une image pendant des manifs, des travailleurs qui sont derrière une grille et les flics qui passent devant. Et en fait, on retrouve le chiffre 3. C'est quelque chose qui manquait dans la vidéo que j'avais donné avant, où il expliquait de manière assez simple comment il composait ses images. Mais lui, en fait, il dit en une phrase ce qu'il faut savoir en fait du layering, je pense, en tout cas la base, c'est foreground, middle ground, background, get up close, get those layers. Donc premier plan, plan du milieu, arrière-plan, rapproche-toi et aligne tout ça. J'ai vérifié sur tes images, c'est ce que tu fais. Il y a toujours 3 plans. Et très souvent, en fait, effectivement, la dernière chose que je fais, c'est que je me rapproche. Ouais. C'est-à-dire que je vois un sujet. Donc, si on va reprendre l'exemple de la photo dont on parlait, préparatif, la première que je t'ai dit. Ouais. J'ai mon marié et mon témoin qui se préparent. Ok, on y va. Commence à les prendre. Je vois du coup ensuite le grand-père et le gamin à côté qui commencent à faire les foufous. Ok, on commence à écarter un peu la scène, et puis en fin de compte, on se rapproche de mon premier plan,
pour être vraiment collé à lui. Et c'est bon, on a ce qu'on voulait. Donc en Voilà. fait, tu recules et tu avances. C'est ça. Tu vois ta scène, tu prends du recul pour analyser ce qui l'entoure et t'y vas. J'allais dire, tu vois, la seule différence avec ce que je viens de te résumer de Daniel Milnor, c'est ça, c'est que toi tu recules, mais en fait non, t'avances à la fin. Oui, à la fin, je vais rentrer dedans. Ça, ça fait, moi, je considère que la force de mes images, c'est que je rentre dedans à un moment donné. Voilà. Mais pour rentrer dedans, faut les avoir analysés, savoir où aller. Et souvent, quand t'as un groupe de personnes où tu veux vraiment aller chercher une scène, faut vraiment savoir comment tu vas les amener et comment tu vas vraiment rentrer dedans. Voilà. C'est important, à mon sens. Bonne approche. Question suivante. À un moment, j'ai noté, et j'aime bien cette manière de faire la distinction. La couleur, c'est la vivacité, le noir et blanc, c'est l'émotion. En fait, je crois que c'est dans ton portfolio. Tu dis, j'ai mélangé couleur et noir et blanc, mais la couleur, c'est la vivacité, le noir et blanc, c'est l'émotion. C'est une bonne manière de séparer les deux, parce que assez fréquemment, on le fait sans logique apparente. J'aime bien cette idée que toi, tu as une logique dans la manière dont tu traites les photos, dont tu post-traites les photos. Ouais. Moi, elle est très très simple. Le noir et blanc, je le passe quand j'ai trop d'informations de couleur sur l'image par rapport à ce que je veux montrer. Donc, tu prends ma photo signature vraiment de ce flash mob sur une scène qui avait gagné tous les concours. T'as tellement de couleurs que tu te perds dans l'image. Donc, ok, ça passe en noir et blanc pour ça. T'as une émotion très 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 forte que tu veux montrer, tu passes en noir et blanc pour aller vraiment te concentrer sur ton sujet. C'est vraiment les raisons pour lesquelles je vais passer en noir et blanc. Voilà. Noir et blanc, pour moi, il est pas là en roue de secours si ton image elle est pas assez bonne, etc. Non, il est là pour montrer quelque chose. Et c'est très important. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que quand des maris me demandent quel pourcentage de noir et blanc il y a sur les images, je peux pas répondre vraiment. Parce que ça se trouve, sur un mariage, j'en aurais pas besoin. Ou j'en aurais besoin de beaucoup. Ça va vraiment être très 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 différent. Oui, parce que souvent le noir et blanc, ta photo est presque réussie, mais un peu floue. Et le noir et blanc, ça passe, donc tu passes en noir et blanc un peu salement comme ça, où t'arrives pas à régler la balance des blancs parce que t'es dans la mairie, la lumière est jaune et la lumière à l'extérieur elle est plutôt bleue, et t'arrives pas à équilibrer les deux, et du coup ça passe en noir et blanc. Non, toi c'est vraiment, il y a un sens quoi. Ouais, il y a un sens vraiment. C'est pour montrer vraiment une scène où tu veux mettre en exergue quelque chose et que si tu as de la couleur, tu vas pas y arriver en fait. D'accord. Donc la couleur te gêne plus qu'autre chose, et du coup dans ces situations-là, oui. Ok. Mais paradoxalement, de toute façon, la majorité de mes images sont en couleur. Non, mais mais en tout cas, c'est bien d'avoir une vraie logique autre que je vais rattraper ma connerie en passant la photo en noir et blanc, parce que c'est assez fréquent. Je pense que il y a des gens qui vont sourire. En fait, ça. Sur une image, à partir du moment où tu te dis qu'il y a une connerie à rattraper entre guillemets au post-traitement, ça veut dire qu'à ta sélection, comment ça se fait que cette image-là, elle est passée dans ta sélection ? Il y a un truc qui va pas à ce moment-là. Et c'est le défaut, je pense, de beaucoup de monde dans la wedosphère, c'est ta sélection, elle est mauvaise à ce moment-là. Si tu as le moindre doute sur une image, de toute façon, ton image n'est pas censée être dans ta sélection finale. Donc si une image, on doit rattraper quelque chose dessus, ou rattraper une connerie, c'est que l'image, elle a rien à faire là. C'est en ça qu'une très grosse sélection est totalement idiote d'ailleurs. Parce que quand tu veux envoyer trop de photos, souvent tu mets des trucs qui vont baisser le niveau général de ton album et amenuiser la perception du client, quoi. C'est ça. Plus le temps passe et plus j'essaie de diminuer le nombre d'images que je livre. Mais voilà, il faut... Ça prend aussi du temps, un travail mental de se dire qu'il faut en enlever beaucoup, puis tu commences à arriver au moment où tu dois cutter des trucs qui sont bien. Et là, tu fais un parti pris dans ces cas-là. Mais qu'est-ce que je fais ? C'est ça la perfection, en fait. C'est quand il n'y a plus rien à retirer. Ouais. Alors, la perfection, ça, je pense que c'est pas atteignable. Non, c'est pas forcément des trucs qu'on peut aller chercher plus loin. Mais pour le client, oui, il faut... Less is more, c'est évident. Non, mais dans ton tri, je crois qu'en fait, c'est vrai, le bon moment pour s'arrêter, en fait, c'est quand tu commences, juste après avoir commencé à couper des trucs bien. C'est-à-dire que là, vraiment, il te reste que le top du top, quoi. Mais effectivement, il y a des... C'est ça. Il y a des Moi, choses... pour ma sélection d'images, en gros, le plus souvent, alors je shoot quand même pas mal en mariage. Ma moyenne, c'est quand même 15 000 sur un mariage de 14 heures. Cette année, j'ai une tendance quand même à shooter un petit peu moins. Pourtant, j'ai pas moins de moments ou je loupe pas de moments. C'est juste que je pense que je réfléchis un petit peu plus, c'est que j'analyse le moment. Je pense en fait que quand je vois des moments arriver, je commence pas forcément à shooter tout de suite parce que je pense qu'inconsciemment, je sais qu'il va aller plus loin à ce moment. Donc, je commence déjà à me placer pour être mieux que là où je suis à ce moment-là.
Donc je descends un petit peu, je suis plus à 10-11 000 en ce moment. Donc c'est que tu prends pas en fait la première image qui ne servait à rien. Ouais, en fait, les premières sautent en fait. En fait, ouais. la safety saute en ce moment. Ouais. C'est touchy, hein, mais ça m'arrive pas mal en ce C'est moment. que t'as plus confiance en Mais toi. c'est assumé. Ouais, oui, là, c'est une question de confiance en soi aussi. Hein. Et dans ma sélection, effectivement, si tu prends les 15 000 d'habitude, je vais tomber à 600 sur le premier tri, et après, le peu d'images qui restent va sauter à la post-prod. Dans ces cas-là, celle qui reste, qui saute à la post-prod, c'est si j'ai un doute entre deux photos. Voilà. Mais c'est un doute vraiment de placement, de compo. C'est pas un doute d'éclairage ou de luminosité et autres. C'est vraiment un doute de compo. Non, mais c'est plus le temps passe, plus je me dis qu'il faut être sans pitié dans son tri de toute façon. Enfin, au pire, tu peux toujours revenir en arrière. C'est primordial. S'il manque vraiment quelque chose, je pense que tu t'en rends compte de toute façon. Mais effectivement. Faut apprendre à tailler. Et ça, en formation, c'est ce que j'essaie de montrer aussi. Hein. C'est l'importance du tri. C'est ton reportage, il est presque accessoire en fait si ta préparation est parfaite et si ton editing derrière est au cordeau. Ouais. Voilà. Le plus gros du taf, il est là, il est avant et après. Si t'as fait ce taf, si tu as fait le taf en préparation de bonne manière, et si derrière tu sais que ton editing va être très bien fait, léché, ton reportage se passera bien, en fait. Alors, en parlant de se passer bien, moi je vais te poser une question que moi je me pose en ce moment. Je pense que toi, tu as le recul pour y répondre et tu es au bon endroit parce qu'à un moment, on se la pose tous. Et surtout, quand tu es formateur et que tu suis les gens, tu vas te rendre compte que des fois, il y a cette frustration d'avoir appris des nouvelles choses, de ne pas encore arriver à les mettre en place. Moi, en ce moment, je suis dans le dur, clairement. Le boulot a repris, je bosse beaucoup, je tire la langue, je suis fatigué, j'ai du mal à faire des efforts. Et dès qu'il m'arrive un truc, je doute en presta. Je pense que aussi, je me suis un peu laissé aller, j'ai pris un peu de poids et du coup, je suis moins en forme et ça se ressent. Et ça impacte, en tout cas, ma capacité à travailler comme ça. Aussi, je réalise qu'avec le retour de beaucoup de boulot, tout ce que je faisais par plaisir, je le fais moins. Tu vois, il y a moins de street photo. C'est plus compliqué de caler des podcasts. Alors que, tu vois, j'adore l'enregistrer, le fait d'être là et tout. Mais des fois, tu as toute la réflexion qui va autour avec, qui j'invite. Il faut que je prépare l'épisode. Il faut que je me pose, il faut que je le monte. En fait, la photo est en train de redevenir un job. Et c'est ce moment un peu délicat où j'ai pas l'impression de moins bien travailler qu'avant, mais j'ai pas l'impression de bien travailler non plus. Je sais pas si ça te parle. Comment, toi, tu m'as dit quand on a préparé que tu avais déjà vécu ce moment-là. Comment on vit un moment comme ça? Comment on sort d'un moment comme ça? Il y a plusieurs... j'ai plusieurs exemples en tête qui viennent. Tu vois, par exemple, il y a 10-15 jours, je pense que j'ai fait humainement le pire mariage de ma vie. Parce que des mariés qui avaient rien à faire de tout ce qui se passait, en fait. Donc, moi, les photos sont bonnes et j'ai fait le taf. Mais effectivement, je me suis concentré sur mon travail, concentré sur ce que je devais rendre. Et j'ai fait abstraction du fait que je le vivais mal. Et je pense que ça va le faire au niveau livraison. De toute façon, j'ai les images que je voulais et dont ont besoin les mariés et leurs proches. Mais forcément, c'est alimentaire ce jour-là. C'est plus de l'amusement. Mais tu as effectivement une remise en question à faire là-dessus régulièrement, en gros, te dire que tu peux passer des mauvais moments et tu dois te sortir de ça et arriver à un stade où, dans ta façon de travailler sur le mariage ou autre, ou même en préparation en amont, tu t'amuses. Et effectivement, si ton relationnel est bon avec tes mariés, avec tes clients, normalement, il n'y a pas de raison que ça se passe mal après l'orgie parce que du coup, tu vas passer un bon moment en même temps que tu travailles. Donc c'est vrai que j'accorde encore plus d'importance à ça. Et c'est pas un hasard si celui où j'ai passé la pire journée de ma vie, c'était celui où il y a eu le moins de prépa depuis très longtemps. Voilà, pour ne pas dire aucune. Voilà, et c'est pas un hasard, je pense. C'est souvent les mariages que tu prends peut-être en last minute ou t'as pas... C'était même pas à last minute, c'était un mariage avec une très bonne amie wedding planner. Et on a fait un rendez-vous avec les mariés, nickel. Et derrière, il y a eu un log complet d'eux. On n'a eu aucune info, on n'a pas réussi. Et elle a fait des pieds et des mains pour avoir ce dont on avait besoin. On n'a jamais réussi à. Donc on est arrivé, j'avais la prépa timée, mais j'avais pas la prépa humaine. Donc ça a été un gros travail. C'est un mariage où je suis arrivé du coup plus de 2 heures en avance, juste pour parler aux proches, pas aux mariés, aux proches, pour avoir tout ce dont j'avais besoin. Effectivement, en 2 heures, j'ai réussi à avoir beaucoup d'infos
Mais ça a été la croix et la bannière. Moi, j'avais un second avec moi le lendemain, il peut témoigner. Ouais. Mais tu laisses des plumes en plus dans le fait d'aller chercher les infos. J'ai laissé des plumes. C'était un mariage de 3 jours en plus, j'ai laissé des plumes énormément. Voilà. Et fort heureusement, 2 jours après, j'ai fait un super wed où ça a fini en train de prier une fouine empaillée au milieu du dance floor, allongé par terre sur du Darude Sandstorm au bout de 20 minutes de soirée. Et là, je me suis dit, c'était ma journée, c'est trop bien, on est reparti. Je me suis éclaté de façon toute la journée. C'était le paroxysme le soir avec des photos qui sont folles. Et voilà. Ouais, faut avancer quoi, tout simplement. Pas se prendre la tête. Simplement, il faut avancer et il faut s'éclater aussi. Donc faire ce qui nous plaît bien évidemment. Mais des moments de doute, on en a tous. J'en ai eu beaucoup à une certaine époque en mariage. J'en ai en ce moment en chasse où il y a un côté qui commence à me saouler et puis le but sur le long terme, ça va être de calmer le jeu là-dessus. Pour ça aussi, je me forme beaucoup plus en famille maintenant pour aller plus loin sur ma façon de travailler le reportage famille. Je veux vraiment arriver à faire pas du docu pur, mais pas du lifestyle non plus, faire vraiment un truc à ma sauce, à ce que moi j'ai envie de faire et que j'aimerais avoir pour mes enfants. Et voilà. Et oui, je vois le doute et la fatigue, bien évidemment de temps en temps. Bah, moi, je suis papa depuis peu, donc évidemment, il y a aussi ça à mettre en place, la vie de famille ou autre, qui fait que je peux arriver sur des mariages fatigués. Mais avec bonne préparation ou autre, t'as une charge mentale le jour J qui est moins importante. Tu peux focaliser ailleurs. Donc c'est apprendre à s'économiser, c'est apprendre à rester en forme aussi, peut-être. Oui, il y a évidemment de ça. Je vais pas dire hydratez-vous parce que ça va finir en même ça. mais c'est important de faire attention à soi bien évidemment et surtout d'être au clair avec soi-même sur ce genre de situation. J'ai l'impression que sur le développement personnel, c'est une erreur. Non mais ça fait partie. Ça fait partie dans la formation. Je pense que tu peux difficilement y échapper en fait au développement personnel. À un moment. Il faut faire attention à soi aussi. Mais si nous on est bien sur une presta, il y a pas de raison qu'on la vive mal. Voilà. C'est en tout cas ma façon de le ressentir. Puisque tu as parlé de s'hydrater, c'est quoi la meilleure barre de céréales pour la journée? Bonne question. Le mini burger traiteur? Exactement. Oui, ça c'est vrai que le mini burger a son charme. Il a son charme. Mais j'ai pas ces problèmes, moi, jamais. De toute façon, j'ai toujours à manger. Oui, moi aussi, je prévois toujours. Alors, j'ai découvert récemment... Pas dans le sens où j'ai à prévoir, dans le sens où la question se pose pas, en fait. Un traiteur arrive, il vient me dire bonjour, tu veux un canapé, quoi. Ouais. Ouais, non, mais la question devrait même pas se poser. Moi, j'ai trouvé juste ce truc-là pour régler le problème des plateaux repas. C'est tout le monde gueule tout le temps sur le fait d'avoir un plateau repas indigne ou un truc comme ça. Moi, simplement, les mariés, je leur dis avant, quand on fait le rendez-vous préparatoire, je leur dis essayez juste de m'asseoir dans la salle avec les invités, plutôt que loin avec le DJ, parce que s'il se passe quelque chose, je suis loin. Donc du coup, ils me mettent à table et puis du coup, la question de ce que je mange se pose pas. Je mange comme eux, quoi. Effectivement. Ça marche aussi. J'ai un copain comme ça, DJ, à une époque, il avait eu un plateau dégueulasse et il s'est levé, il allait voir les mariés, il dit bon bah moi je vais partir 1 heure m'acheter une pizza. Et donc le bouton il est là-bas, si vous voulez lancer le micro, il est là, c'était le bouton pour le volume, puis je reviens dans 1 heure. Puis il est parti 1 heure. Ouais. Et puis c'était génial. Tout le monde est resté comme des cons. Bah ouais, mais c'est vrai, il y a eu cette photo qui a circulé il y a pas longtemps sur les groupes Facebook d'un mec qui disait voilà, tu te défonces pour les gens, ils sont pas foutus de te nourrir correctement, quoi. C'est dans ton contrat, t'as pas verrouillé. Bah ouais. Non, mais même simplement humainement, en fait, d'en parler avant, quoi. Bah oui. Le relationnel humain fait que de toute façon la question se pose pas. Ça devrait aller de soi, mais pas toujours le cas. C'est ça. Voilà. Donc d'où l'intérêt de parler avec les mariés et d'avoir un relationnel de confiance avec eux, qui fait que derrière, ce genre de questions n'arrivera plus. Ouais. Oui, c'est même pas une question en fait. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est une évidence. Poser la question, c'est amener la discussion, amener que la discussion soit évidente. Le dernier point que je voulais voir avec toi, c'était les livres. Alors c'est un truc que tu fais beaucoup. Alors il suffit d'aller sur ta page Instagram pour voir des colis qui font peur. Moi, j'ai déjà peur quand je dois commander un livre sur un mariage. Toi, tu reçois des cartons entiers où il y en a 20 qui sont identiques. Je crois que d'ailleurs, tu étais ambassadeur Dreambooks Pro. Je crois qu'on a fait connaissance en personne. On avait déjà échangé par les réseaux sociaux, mais on s'est jamais rencontrés. On a fait connaissance sur leur stand au dernier salon de la photo. Tout à fait. C'était en octobre dernier. Ouais. Je suis arrivé, j'ai dit, je connais cette barbe. Et du coup, on a un peu discuté. Les livres, pour moi, c'est un sujet compliqué. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont dans ma situation. C'est quelque chose que j'adore, j'en ai plein. J'ai du mal à les faire. Me connaissant, je sais pourquoi. C'est le côté
faut faire des choix et c'est le côté final et définitif en fait de passer une commande qui me bloque. Je voudrais savoir comment toi tu abordes cette partie du travail parce qu'effectivement c'est une partie de choix tranché où il faut à un moment dire voilà c'est bouclé. Ce que t'as pas avec un album en ligne parce que tu peux toujours te dire si t'as un peu foiré une photo tu peux toujours la reprendre, la changer discrètement et puis voilà, mais le livre c'est le livre. Une fois qu'ils l'ont dans les mains, c'est terminé. Il y a plusieurs réponses à ce que tu dis. Le livre, pour moi, de toute façon, ça reste une finalité en 2023. Parce que tes clients, le numérique, c'est quand même quelque chose d'assez éphémère. Tu as besoin de le marquer sur le temps. Et de la même manière qu'on considère une journée de mariage, c'est pas parce qu'on est photographe que je dis ça, mais de toute façon, le poste le plus important sur un mariage, c'est le photographe. Parce que dans 10 ans, tes mariés, ils auront peut-être super bien mangé, passé une journée de rêve, dansé comme des fous, fini à poil dans la piscine, ce que tu veux. Ils vont s'en souvenir à un moment donné parce qu'ils auront les images sous le nez. Les images, soit ils ont leur galerie, ils continuent d'y aller, soit ils ont un livre qui est posé sur leur table basse ou dans leur salon ou dans leur chambre, peu importe, et ils le regardent régulièrement. Donc la finalité pour moi, elle est là. Du coup, forcément, il faut proposer un produit que tu as envie toi d'avoir chez toi. Donc évident que moi ce que je propose c'est des livres que moi personnellement j'ai envie d'avoir à la maison. C'est plus facile à vendre déjà dans ces cas-là parce que tu les aimes bien. Et d'ailleurs j'arrive à faire comprendre en fait à mes mariés que il faut vraiment penser à ça sur le long terme et envisager de se dire si vous avez des enfants c'est à transmettre, si vous allez en avoir ils vont pouvoir jouer avec et j'ai aucun scrupule à dire que oui vos pages vont s'écorner avec le temps, le livre il va travailler, il va vieillir, mais c'est normal en fait, c'est votre vie qui va tourner autour. C'est un objet qui va vivre avec vous. D'où l'intérêt de proposer ça, effectivement. Et donc, c'est une discussion que j'ai avec eux, que je spoilerai pas forcément ici, parce que elle est quand même une stratégie marketing assez bien rodée, et qui me permet vraiment d'avoir des livres garantis quasiment à chaque mariage. Et ensuite, derrière, des copies pour les parents au besoin, qui passent bien. Mais sur le choix, effectivement, et sur la finalité du livre, je raisonne aussi de la même manière. C'est-à-dire que, alors c'est moi qui fais leur sélection pour le livre. Ils ont un droit de regard, un seul. Mais je me mets à leur place et je me dis qu'est-ce que moi j'aimerais bien avoir. Donc, si par exemple j'ai été amené à faire une photo de famille parce que ça a été demandé, même si je fais du docu, je te rappelle qu'on est là pour le client, donc on fait ce qu'il faut, ce qu'il nous demande aussi. Oui, je vais la mettre parce qu'il va falloir la mettre forcément à ce moment-là. Et je vais me mettre à leur place, effectivement, en me disant, c'est pas le best-of qu'ils veulent, c'est les images qui leur plaisent à eux. Donc je pars de ce principe-là sur la sélection, ce qui normalement m'amène à chaque fois une mise en page qui amène peut-être des fois des changements ou autres, qui vont être 2-3 photos à changer ou à inverser de place, des fois, de manière assez inattendue. Et comme ça, le choix est assez évident. Mais j'ai pas de scrupules. En chasse, par exemple, il n'y a pas de retour client sur les images. Immédiatement, c'est moi qui fais et c'est moi qui valide. Parce que c'est aussi un gain de temps vu le nombre de livres que je peux commander en chasse. Ouais. Donc, volontairement, il n'y a pas de retour, ils me font tous confiance. Ils savent que la sélection sera bonne pour ce qu'on a vécu ou pour leur journée. En mariage, c'est quand même un petit peu différent vu l'importance du moment. Donc, il est normal que tes mariés aient un retour. Ouais. Mais sur d'autres situations, par exemple reportage famille, non, il n'y a pas de retour. C'est moi qui choisis. D'accord. C'est ton objet, c'est toi qui le fabriques de la même manière que tu fabriques le slideshow en fait, où il n'y a pas d'intervention à avoir quoi. C'est ça. Et du coup, c'était une des raisons aussi pour lesquelles du coup je suis allé chez Dreambooks. C'est on est une famille, une bande de potes à la base, et on a un personnage chez eux en particulier qui se balade en peignoir, qui est primordial, qui se balade en peignoir dans le couloir de Rise Up. Exactement. On le reconnaîtra tous. Et qui est une des raisons pour lesquelles je suis chez eux, c'est lui. Même s'il gère pas la France, ça reste un très bon ami avec qui j'ai beaucoup d'estime et qui nous aide à faire les bons choix. Pas forcément sur les produits ou autres, mais sur ce dont nos clients ont besoin. Et c'est vrai que c'est important. Alors, c'est évident que c'est lucratif de vendre plus de livres et que sur une entreprise sur le long terme, c'est quand même une stratégie à mettre en place parce que c'est toujours une vente additionnelle qui est importante. Mais elle a aussi une finalité humaine derrière qui est quand même très très marquée. Ouais, puis t'en parles, je réalise un truc, c'est que cette année, j'ai eu 5 ou 6 personnes qui m'ont appelé en me disant j'ai perdu mon ordinateur, j'ai perdu mon truc, j'ai perdu mon dossier, j'ai perdu ma synchro, j'ai perdu mon téléphone et mes photos étaient dedans, est-ce que tu les as encore ? Et moi je les ai encore. Et est-ce que tu les as encore ? Oui, je les ai encore.
Ouais, bah voilà. J'ai tout, Ça, c'est j'ai bon. tout ce que j'ai fait depuis mes débuts. Je peux ressortir absolument tout. Et j'en ai C'est ressorti un pareil. là, il y a 6 ans. Donc, C'est ça. Bah là, j'ai eu le cas d'un marié de 2015 qui m'a appelé il y a 3 mois ou 4 Ouais. mois. Son père était décédé et photos propres de son père, il n'en avait pas depuis 2015. Et il avait plus ses photos. Il savait plus où elles étaient. Et avant la fin du coup de fil, j'avais retrouvé le disque 2015 et c'était réexporté, c'était envoyé. non, mais c'est important. Mais C'est notre devoir aussi de garder nos images. Pour ce genre de raisons-là. Même si on va jamais les ressortir pendant 10 ans. du coup, s'il y a un livre, mécaniquement, il y a moins besoin de toi aussi, quoi. Mais Aussi. c'est important Mais aussi il le peut avoir backup. besoin pour en faire d'autres. Ouais. Oui, non, mais c'est important. Moi, de toute façon, le backup, c'est même pas une discussion. J'ai un disque dur énorme à la maison, un serveur. J'ai 80 gigas Ça, le dedans. backup, c'est mon côté geek qui parle, parce que il y a quand même l'autre surnom, je m'appelle quand même maître geek dans le milieu. Mais j'ai un backup, j'ai un mentoring justement sur le backup et les sauvegardes, parce que très souvent tu te rends compte que en fait quasiment personne ne sait sauvegarder proprement ses C'est données. ta vie de travail. Enfin, je veux dire, si tu prends un Harry Gruyère, s'il n'avait pas gardé ses négatifs et s'il n'avait pas tout archivé proprement, on n'aurait pas un livre tous les ans en ce moment, quoi. C'est ça, c'est primordial. Et on est obligé de toute façon d'avoir une sauvegarde. C'est sur la formation mariage, c'est simple. Hein. Le premier jour, je fais quand même un petit tour rapide du matériel et de la sauvegarde. À l'instant où je leur demande s'ils savent le faire, bah je sais que je finirai 1 heure en retard le soir parce que je vais faire mon mentoring en fait et je vais l'intégrer. Ouais. Voilà. Ouais, Et je le fais parce que sinon ça sent les bêtises. C'est hyper important. Je suis tout à fait d'accord Voilà. là-dessus. Ça a été une de mes premières préoccupations quand j'ai commencé. Ça. Et pour revenir sur le livre, en fait, il y a aussi une stratégie marketing derrière dans mon cas qui est importante, c'est que tu as parlé du logo au début de l'image de marque. Maintenant, moi, elle est ancrée sur les livres. Et du coup, les mariés reçoivent leur livre dans un coffret où il y a ma tête en grand. Ouais. Sur le livre, elle est très discrète, mais elle est présente. Et ça fait le logo chez eux. Et c'est important d'avoir cette image de marque quelque part qui est visible, accessible, et d'être assumée surtout aussi. Il y en a plein qui disent oh, j'oserais pas mettre mon logo sur une... Ah non, il faut oser. Tu fais partie du truc en fait, en vrai. Exactement. C'est toi qui l'as fait. Sois fier. Tu peux pas avoir un produit dans lequel tu n'es pas fier. Tu peux pas assumer ta marque si tu n'en es pas fier. Même de la journée de mariage, c'est que moi j'ai un jeu qui est de m'insérer dans l'album. D'une manière ou d'une autre, je m'efface pas en fait. Quand je suis dans un miroir, je me laisse dans le miroir parce que je pense que c'est normal et c'est légitime de dire que je fais partie de la journée. T'es le photographe, t'es la personne la plus proche des mariés dans la journée. C'est ça. Moi, dans les mariages où j'ai des seconds, que ce soit des seconds rémus, des élèves en formation ou autres, j'ai toujours un dossier à la fin qui est prestataire et qui est très clairement marqué, qui n'est pas pertinent dans mon storytelling. Donc ça va être, je suis tombé sur un traiteur qui a un poteau on apprécie beaucoup. Bah, il y aura du backstage cuisine. Ouais. Les mariés adorent ça. Ouais. Et de toute façon, c'est du storytelling pour la plupart quand même. C'est des trucs qu'ils ont pas vu. Des photos intéressantes, mais que j'ai un petit peu en doublon, mais que je veux filer à quelqu'un éventuellement. Et le second et le first qui sont en photo en train de travailler. Comme ça, ils voient un petit peu comment ça s'est passé. Mais c'est hyper important. Enfin, moi, je fais des sorties street simplement. Je finis toujours par photographier les gens avec qui je suis en sortie aussi. Tu vois, on est dans des métiers en plus où on n'est jamais sur les photos en vrai. Donc, c'est hyper important. J'ai pas envie de sur les photos. J'ai envie de les faire. Non, mais on peut être les deux aussi. Mais je trouve que c'est chouette. C'est même une belle surprise à la fin, quoi. On finit toujours la partie interview en parlant d'une photo en particulier. On va parler d'un type de photo en particulier sur lequel tu es très très fort, qui est quelque chose où moi je suis un peu moins parce que ouais, je pense que tout est lié en fait à la fin. Quand tu parles de layering, ça joue aussi beaucoup sur ce genre de photos. C'est les enfants. Faire des bonnes photos des enfants, c'est pas simple. Toi, t'en as beaucoup, elles sont toutes bonnes. Enfin, j'imagine que tu en as des moins bonnes que tu montres pas, mais en tout cas, ce qu'on voit sur ton site, ça fonctionne toujours très très bien. La question, c'est comment on chope des enfants qui font des trucs marrants en ayant assez de recul pour avoir le contexte, autrement qu'en ayant du bol d'être au bon endroit au bon moment. En gros, t'en fais une, t'as eu de la chance, t'en fais 10, il y a un process. Ah bah, les enfants, de toute façon, sur un mariage, tu te doutes bien qu'il va se passer quelque chose avec eux. Ouais. La question, c'est pas si ça va arriver, c'est quand. Alors déjà, tu vas être un peu attentif. Et puis, il y a de l'écoute, tout simplement. On va prendre une de mes photos phares de l'année dernière, si tu veux, pour exemple, qui est un peu connue, des préparatifs avec petit enfant fesses à l'air en train de pisser dans un côté. On savait que ça allait se passer, parce qu'en rendez-vous, il y avait eu une phrase dite par les mariés. Notre fils a une propension naturelle à baisser son pantalon n'importe quand il faut pas. Moi, j'attendais juste ça, en fait. Donc, je l'avais toujours d'un coin de l'œil dans la journée pour savoir ce qui allait se passer. Donc, il y a évidemment de l'écoute avant. Sur le jour du mariage,
Tu vois un peu comment les enfants interagissent, avec qui ils interagissent, de quelle manière. Tu vois, maintenant, papa, depuis 3 mois, j'ai compris maintenant comment un enfant réagit petit, s'il est fatigué ou pas. Tu commences un petit peu à lire un peu plus ça. Et donc, tu vas essayer de les intégrer à tes scènes ou d'aller les chercher. Et de la même manière, ils vont un peu moins faire attention à toi. Alors, c'est bien aidé aussi par la technologie parce que un boîtier que t'as pas à l'œil, que t'as à la main, les enfants, ils te regardent de toi, en fait, ils te regardent pas ton boîtier. Donc, tu peux tricher un petit peu déjà de cette manière-là. Le boîtier silencieux, on n'en parle même pas. Ça te sauve des fois des scènes sur ce genre de situation. Et donc, tu attends simplement. Donc, tu te doutes que un enfant en train de regarder une plancha qui va s'allumer pleine de flammes, il va faire une réaction. Enfin, il y a des choses logiques à réfléchir. Donc derrière, tu vas t'en sortir. Quoi. Voilà. Tu sais que c'est exactement ça, c'est une anticipation totale de ce qui va se passer. T'arrives chez un cocktail après une messe d'1h30, tu sais que les gamins, ils ont pas mangé depuis 3 heures, ils vont se ruer sur un buffet. C'est évident. C'est plein de petites choses comme ça, en fait, où il faut réfléchir c'est du bon sens, en fait, simplement. Voilà. C'est de l'éveil aussi. Parce que c'est de pas réagir simplement à ce qui se trouve devant toi, c'est de te demander ce qui va pouvoir arriver dans 30 secondes, dans 40 secondes, et d'anticiper un petit peu, quoi. C'est ça, en fait. Si tu anticipes tout ce qui se passe, t'as pas de surprise. Et l'absence de surprise te permet de composer et de créer mieux, en fait. Et en mettant du contenu, effectivement. C'est un enfant qui fait des bêtises en mariage ou n'importe quelle autre scène. Si tu mets pas le contexte mariage derrière, le moment est pas intéressant. Alors que si tu me le mets avec les gens derrière ou la situation en elle-même, là tu vas commencer vraiment à toucher quelque chose. Et tu vas donner plus de force à ton image que simplement un portrait serré. Des gamins qui regardent par une fenêtre, ça n'a aucun intérêt, mais si tu recules et que tu vois qu'à travers la fenêtre, en fait il y a les mariés qui dansent ou autre chose, ta photo prend une autre dimension, quoi. C'est ça. Voilà. Ou l'inverse, un gamin qui est en train de servir sur un traiteur, tu mets ta mariée en reflet sur l'image. Ouais. Oui, alors que le gamin, juste la main qui prend un truc à bouffer, ça dit quoi? Ça raconte quoi? C'est un mariage il y a 3-4 semaines, comme ça, top. J'ai un gamin, pendant tous les préparatifs, la tête dans un sac de vêtements. Ok, oui, mais tout seul, c'est pas intéressant. Par contre, t'as son père, son frère, toute la famille en train de se préparer autour, et le gamin est couché autour et ne bouge pas. Là, tu vas donner de la force à ton image. Ouais. Prendre du recul. Parce que tu rajoutes ton contexte. Ouais. Voilà. C'est ça. Tu recules pour analyser ta scène et tu re-rentres dedans. Tu te déplaces en fait constamment. Tu déplaces et tu réfléchis. Mais c'est important ce pas en arrière en fait au départ parce que du coup tu as une vue générale sur tout ce qui se passe et après tu choisis ce que tu gardes et ce que tu gardes pas, quoi. C'est ça. Tu vas être amené, de toute façon, on va shooter ensemble au mois de septembre, ça c'est pas une surprise. Tu vas voir que sur une situation, je tourne, je rentre, je ressors, je re-rentre, je ressors et je regarde tout le temps. Voilà. Et ça va pas. Enfin, les gens qui me voient travailler, ils se rendent compte en fait de l'évidence de la chose quand ils sont avec moi. Ouais, c'est souvent en regardant comment les autres travaillent de toute façon qu'on comprend beaucoup plus de choses que même simplement en discutant, quoi. Je pense que justement en septembre, j'avais à un moment j'avais à l'esprit de garder cet enregistrement pour après ce mariage. Mais je me suis dit que bon, c'était peut-être on fera un complément, on verra comment ça se présente. Mais je pense que ça va être fun dans tous les cas. Je pense, oui. On arrive tu ramènes tous tes flashs, on va en mettre plein. Ah ouais, ça, de toute façon, là, j'en ai 6 là, en ce moment sous la main, donc je pense qu'on va pouvoir quadriller assez sérieusement, un dans chaque main. C'est un débat que j'ai en ce moment énormément sur les flashs où j'essaye de plus en plus de travailler justement mon layering en soirée au flash en déporté et au point d'en avoir beaucoup, mais à arriver à me faire des scènes qui soient vraiment fortes avec des flashs non intrusifs et vraiment à créer une situation qui a un effet waouh énorme, mais sur des scènes documentaires. Là, je commence un peu à me casser la tête parce que pour pas que ce soit intrusif avec les flashs, ça devient vraiment un casse-tête. Mais je commence à y arriver et à bien m'amuser en soirée. Ça, c'est magique. Moi, j'ai un truc là, j'ai la chance d'avoir une soirée récurrente tout l'été et où c'est toujours à peu près le même positionnement et tout. Et en fait, petit à petit, je repère ce qui peut être intéressant et je rajoute des flashs dessus au fur et à mesure. Donc au départ, c'était un truc tourné vers la foule pour avoir tout le monde en détouré quand tu prends la photo. Après, ça a été un comme ça, puis un devant pour avoir quand même les gens éclairés devant. Après, ça a été sur le DJ pour l'avoir toujours détouré quand j'avais une photo. Et après, ça a été un autre à la main pour... Et en fait, petit à petit, tu te retrouves à construire des trucs pas possibles. Et ça, c'est une vraie chance, par contre, d'avoir un événement récurrent et qui se ressemble à chaque fois. Parce que tu fais tes photos, tu vois ce qui va pas dedans, et tu corriges la fois d'après.
parce que c'est souvent que quand tu vois tes images que tu réalises qu'il n'y allait pas. Et ça marche plutôt pas mal. Ouais, c'est clair que c'est une manière effectivement d'apprendre de ces erreurs. Moi, j'ai la chance d'avoir aussi effectivement des soirées récurrentes où je peux m'amuser en flash à travailler vraiment la chose de manière un peu différente et à essayer des choses avec des personnes qui ont l'habitude. Donc ils savent que je vais avoir des nouvelles techniques ou des méthodes différentes. Sans faire des essais. Les essais, ils sont faits à la maison, ils sont pas faits en presta. Mais la technique change en tout cas. Ouais. Mais ces jobs-là, c'est vraiment du pain béni parce que tu as toujours le même environnement, tu as toujours à peu près le même truc et du coup, tu peux réessayer à volonté. C'est ça. C'est génial. Un environnement récurrent, ça peut être un piège évidemment, mais ça te pousse à ta créativité parce que tu dois te renouveler constamment. Et moi, j'ai une prestation qui a lieu 5 fois par an, tous les ans, depuis 2010. Faut se renouveler à chaque fois. Et c'est toujours un excellent challenge, je trouve, pour travailler ces images. C'est les meilleurs défis. C'est hyper intéressant, ça. Ah oui, ça. Et en plus, c'est avec un client qui me laisse carte blanche. Donc, il sait ce que je peux faire. Donc, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de consigne. C'est Henri, fais ce que tu veux. Et ça, c'est une chance absolue, je trouve. Ouais, je suis assez d'accord. Pour le connaître aussi, c'est vrai que quand ils ont confiance, t'es quand même bien. T'es bien placé. On revient à ce mot-clé, toujours. Confiance. C'est dans les deux sens. Confiance en soi, confiance au client, confiance avec les proches. Donner confiance. Il peut aller partout. Tu lui mets un C majuscule à celui-là. Ouais. Ce sera le mot. Et t'as le nom de mon workshop du coup. Ben voilà. Ce sera le mot de l'épisode en tout cas. Je pense que ce sera certainement une partie du titre. On arrive à la conclusion de l'épisode. Quel est le pire moment de ta carrière? il y a 10 jours. À ce point? Sur un mariage. Ouais, je pense. Humainement, oui. Alors que les photos seront bonnes. Elles vont être super. J'ai fait la sélection hier. Ça va être bien. Ça en dit long sur toi, en fait. C'est que l'humain prime sur tout, quoi. T'as le côté pro, t'as le côté... L'humain n'a pas été bon. Ouais, mais les photos seront bien. Mais je pense, oui, que c'est le pire moment de ma carrière, je pense. Mais il faut ressortir grandi. C'est une leçon. Je me suis vite relevé, là, quand même. Hein. C'est une vraie leçon. C'est aussi de comprendre ce qu'il faut plus faire. C'est ça. C'est les deux erreurs dont je te parlais là. Je les ai faites à peu près en même temps. C'est-à-dire les rendez-vous de discussion qui n'ont pas été assez poussés. C'était au même moment. Donc, les événements n'ont pas eu lieu au même moment, mais les rendez-vous ont eu lieu au même moment. Et là, je peux te dire que j'ai compris ce que j'ai fait de mal à ce moment-là. Donc, voilà, ça fait partie de ces trucs-là. Quel est le meilleur moment de ta carrière? En mariage ou peu importe? Je vais quand même mettre mariage. 2 juillet 2022. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait de... C'est mon meilleur wed de tous les temps. Ah ouais. C'est pas le plus fou, c'est pas le plus cher, mais c'était juste magique. C'est des mariés que je n'oublierai jamais. C'est des amis maintenant. Et juste, il y a eu un relationnel humain avec eux, leurs proches ou autres, complètement fou. Élise et Seb, vous allez forcément l'écouter celui-là, donc vous savez qu'on parle de vous. Bah écoute, je serais curieux de voir l'album du coup. Je te l'envoie tout à l'heure avec plaisir. On en discutera après enregistrement. C'est la toute dernière question. Qui me recommanderais-tu pour un prochain épisode? Ouh, ça peut être intéressant ça. Photographe forcément. Photographe francophone. Photographe francophone. Écoute, je pense qu'il a pas encore. Il a jamais passé avec toi. Bertrand Roguet, tiens. Alors pour plusieurs raisons. Déjà, on n'a pas du tout la même façon de travailler, mais on bosse ensemble assez souvent, soit en photo, soit lui en vidéo. Il intervient sur mon workshop quand il part pas faire un tour du monde, cet animal, parce qu'il a une vision marketing qui est bien poussée, qui est intéressante. Il est un peu hors de la wedosphère parce que c'est pas forcément quelque chose qui l'intéresse ou il l'a mal vécu. Donc il a vraiment créé son univers à lui et on a toujours des échanges qui sont très intéressants. Donc ça peut être une bonne expérience à voir, d'autant plus que là, il part faire un tour du monde quelques mois à partir d'octobre, si je dis pas de bêtises. Donc avant ou après au retour, ça peut être intéressant. Ouais. Je vais pas déflorer le truc, mais en fait je le connais et on a eu cette discussion il y a pas longtemps avec lui. Effectivement, on attend le retour du tour du monde pour avoir une dimension supplémentaire à la discussion. Donc tu vois, mais c'est une très bonne suggestion. Ça va être assez intéressant. Ouais. Piranga.
Il me reste à te remercier, je mettrai les liens évidemment dans toutes les notes d'épisode. Il me reste à te remercier d'avoir participé à cet épisode, c'était super intéressant. Merci à toi. C'était d'une profondeur assez incroyable. Tu vois, tu as l'impression que tu as fait le tour du mariage. Et puis en fait, t'en découvres toujours un petit peu. Et là, j'en ai découvert encore beaucoup. J'aime beaucoup le côté humain en fait. C'est vraiment, on l'avait certainement abordé, mais peut-être pas avec autant de précision et autant de comment dire ça. C'est quand tu sais où tu vas, quand tu t'as défini vraiment ta priorité et que c'est ça. Je suis pas sûr que j'ai eu quelqu'un qui avait autant défini ça jusqu'à maintenant. Alors moi, de toute façon, c'est totalement assumé, et sur les mariages à 100%, c'est l'humain d'abord. Hein. Donc, mais pour y arriver, il faut un sacré travail. Et aujourd'hui, je considère en 2023 que avec les mariés, ce travail il est fait et je sais comment le faire. Mais tu peux te concentrer aussi dessus que quand tu as l'aspect technique qui est totalement maîtrisé et en arrière-plan en fait. C'est une tâche de fond qui tourne bien, tu le sais. Ouais, du coup, tu dois t'affranchir absolument de tout ce qui est autour de contraintes et pour vraiment te concentrer à 100% sur ce que tu es en train de vivre devant. Oui. Donc ça nécessite un bagage technique que je considère avoir aujourd'hui et je suis très content d'avoir réussi à l'obtenir avec le temps. De toute façon, quand tu es capable de gérer 12 flashs, normalement ça va quoi. On va s'amuser un peu, je pense. Ce sera le mot de la fin. Et nous, on se voit de toute façon début septembre, en vrai, en personne. Et avec très grand plaisir. Peut-être qu'il y aura des images qui sortiront. On verra comment ça se passe. Merci. C'est prévu. À bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts et Spotify pour nous aider à monter dans les classements. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.